Bonjour à tous et bienvenue dans le cadre de votre émission Jeux d'hiver, votre programme mené par l'ONG RGEDD, Réseau Gabonais pour l'environnement et le développement durable, en partenariat avec Urban FM 104.5, un programme qui est diffusé sur cette fréquence 104.5 sur www.urbanfm.fm tous les jeudis à partir de 10h, un programme consacré aux questions liées à l'environnement, au développement durable et qui reçoit des spécialistes sur des questions bien précises et sur des thématiques bien précises également. Aujourd'hui, nous parlons de la normalisation et évaluation de la conformité et de la métrologie au Gabon. Bien évidemment, on parle bien sûr de la GANOR, donc l'agence gabonaise de normalisation. Et pour en parler, nous allons recevoir monsieur Abdou Razak Guy Kambogo, qui est directeur général de la dite agence, la dite structure. Mais avant, on reçoit comme d'habitude monsieur Fris Mangila. Monsieur Fris Mangila, membre actif de l'ONG RGEDD. Fris, bonjour. Bonjour, monsieur Tchondo Afanedou. L'actualité de l'ONG. L'actualité de l'ONG RGEDD, c'est comme nous le faisons depuis un moment. Donc, nous avons dédié tout le dernier semestre de l'année à l'activité Le Café Vert. Le Café Vert qui est une activité pour l'entretien, le tri et le recyclage des ordures ménagères. Mais ce week-end, nous étions du côté d'Akanda, sous l'invitation du maire d'Akanda pour une activité plage propre où tout le monde a répondu à l'appel, beaucoup de bénévoles et le maire et son administration étaient eux-mêmes présents pour l'activité. Ouais, une grande randonnée PDRF. Éco-responsable, bien évidemment, oui, qui a eu la participation de plusieurs partenaires également. Plusieurs partenaires, plusieurs bénévoles et toute l'administration de la mairie d'Akanda. Merci. Donc, les activités se poursuivent comme d'habitude, bien évidemment. Les activités se poursuivent. Nous avons mis le point sur le Café Vert, comme je disais tantôt, qui est une activité sur la formation des jeunes, former les jeunes dans une activité génératrice de revenus qui consiste à de mettre en place des cellules de pré-collecte dans chaque quartier. Et vous avez choisi comme site pilote la commune d'Akanda, qui sera le premier site pilote qui sera lancé ce mois d'août. Un projet financé par l'Union européenne, l'ambassade de la France, l'Institut français. Bien sûr, il faut toujours le rappeler. Merci. Et nous avons toujours besoin des soutiens. Donc, s'il y a d'autres partenaires qui veulent contribuer également à l'évolution, à la mise en place de ce projet, ils peuvent toujours vous contacter via un seul numéro de téléphone, le 077 60 27 38, qui est disponible sur toutes les pages de l'ONG. On revient bien sûr à la normalisation et évaluation de la conformité et de métrologie au Gabon. Je vous le disais au prélude de mes propos, on reçoit aujourd'hui le directeur général de la GANOR, l'agence gabonaise de normalisation, j'ai cité monsieur Abdou Razak Guy Kambo, à qui nous disons bonjour. Bonjour à Urban FM. Bonjour à vous, monsieur. C'est un réel plaisir de vous recevoir aujourd'hui à Urban FM et surtout dans le cadre de cette émission Jeux d'hiver. Je le rappelle, vous êtes directeur général de la GANOR et plusieurs personnes aujourd'hui écoutent cette émission et ont déjà entendu parler de la GANOR, l'agence gabonaise de normalisation, mais ne savent pas exactement quelles sont les missions, l'objectif. Qu'est-ce que vous faites exactement au niveau de la GANOR ? Alors, tout en remerciant Urban FM, il faut, c'est vrai, le rappeler pour certains, sinon saisir l'opportunité pour donner l'information sur ce que fait l'agence gabonaise de normalisation, dont la principale mission, donc la mission centrale, c'est la mise en œuvre de l'infrastructure qualité, laquelle infrastructure qualité est une injonction, un besoin et une orientation gouvernementale. Alors, quand on parle d'infrastructure qualité, on se demande encore qu'est-ce que c'est l'infrastructure qualité. Exact. Mais peut-être rappeler aussi que quand on parle déjà d'infrastructure, cela suppose qu'il y a des piliers, qu'il y a des fondements et naturellement l'intérêt d'avoir cette infrastructure. L'infrastructure qualité se compose principalement de 4 piliers. Il y a donc la normalisation qui consiste en la couverture normative, en couverture en normes de tous les secteurs de notre économie, on allait dire de notre société, parce que les normes concernent véritablement tous les secteurs, aussi bien au niveau de la production, des services, que de l'administration.
Au-delà de la couverture en normes, il y a l'évaluation de la conformité en ces normes-là. Parce qu'il ne suffit pas d'adopter les normes ou de les élaborer, il ne suffit pas de les mettre en œuvre, il faut après, derrière, pour s'en assurer l'application, exercer donc l'évaluation de la conformité aux normes. Puis il y a ce troisième pilier essentiel qu'est la métrologie, cette science des mesures qui intervient pratiquement partout. Donc la métrologie ici nous permet non plus de créer à notre niveau des étalons ou des référentiels, mais beaucoup plus de les pratiquer et de les mettre en œuvre. Cela n'exclut pas l'autre volet de création, mais nous n'en sommes pas là. Pour l'instant, nous faisons beaucoup plus de la métrologie légale qui consiste à la vérification, au contrôle et à la mise en œuvre des mesures ou des systèmes des mesures. Le quatrième pilier de l'infrastructure qualité, c'est la promotion de la qualité. Parce qu'on en parle tellement, mais il y a nécessité véritablement de permettre aux uns aux autres d'accéder, d'utiliser, sinon de recourir aux autres pans de l'infrastructure qui sont indispensables, sinon nécessaires pour notre vie de façon générale. Mais au-delà de ces 4 piliers essentiels, il y a cette base, ce soubassement que constituent les stratégies qu'on met en place, les politiques qu'on met en place, parmi lesquelles les politiques de formation, sans lesquelles tout ce que je viens de dire là pourrait être désuet. Bien évidemment. Vous avez une question, M. Fritz Manguila? Oui, monsieur le directeur général, il y a un rapport croissant entre la qualité et le prix. On remarque souvent que plus un produit est de qualité, plus il coûte cher. Et la politique nationale est notamment de lutter contre la vie chère. Est-ce que les missions, comment la GANOR met en pratique la lutte contre la vie chère et ses pratiques quotidiennes? En sachant qu'il y a justement un phénomène qui reste tout de même réel. On a l'impression que les produits locaux coûtent toujours plus cher que les produits importés. Est-ce qu'il y a une politique allant dans le sens de la valorisation, par exemple, des produits locaux avec une réduction des coûts? Oui, ça fait beaucoup de choses, mais finalement qui pourraient être simplifiées. Sur le rapport qualité et prix, je pense que souvent nous faisons l'erreur quand nous pensons que plus un produit est de qualité, plus il vaut cher. La non-qualité ou la non-conformité nous coûte encore plus cher, on ne s'en rend pas compte. Je vais prendre un exemple. Lorsque vous achetez, on va dire, un jouet à votre enfant, ça pourrait être son premier jouet. S'il coûte moins cher, c'est bien, on y a accès. Mais il peut aussi coûter aussi moins cher tout en étant de très bonne qualité. Il faut donc d'abord aller rechercher la qualité parce qu'on gagne doublement. On gagne déjà en sécurité et on gagne en durabilité. Si c'est un vélo qui vous dure 2 jours, vous aurez à acheter un vélo pratiquement tous les mois. Mais si c'est un vélo qui est de qualité, il vous coûte relativement cher, ce qu'on se dira, mais s'il vous fait 1 an, 2 ans, vous aurez économisé pas mal. Non, la qualité ne signifie pas forcément la cherté. La qualité renferme un certain nombre d'éléments auxquels il ne faut pas déroger. La qualité nous garantit la sécurité. La qualité nous garantit aussi une certaine équité. La qualité nous garantit la préservation de l'environnement, et vous en parlez. La qualité nous permet d'être compétitifs. Si nous nous inscrivons dans une économie qui se veut résiliente, nous avons besoin de la qualité. Tout ceci mis bout en bout nous démontre tout simplement que finalement, il ne coûte pas si cher la qualité. Et en général, quand on met en avant le prix pour justifier de la non-qualité, on verse tout de suite dans la contrebande, on verse tout de suite dans la contrefaçon, et ça aussi, ça nous coûte encore un peu plus cher. Le rapport entre la qualité et la vie chère, là également, on vous dira que ce n'est pas la qualité qui induit à la vie chère. C'est tout le contraire.
Je vais vous prendre un exemple. Peut-être qu'on va revenir sur la métrologie et singulièrement sur les balances. Aujourd'hui, quand vous circulez dans nos marchés, vous croiserez rarement les balances. Mais pourtant, vous n'hésiterez pas à trouver des denrées qui coûtent aussi cher. Mais ces denrées coûtent cher sur quelle base? Elles ne sont pas mesurées, elles ne sont pas pesées. Mais ils coûtent cher. Si vous introduisez la qualité, donc l'exigence de la conformité, de la mesure et du pesage, vous constaterez que certainement, ça peut varier vers la baisse. À titre d'exemple, vous partez aujourd'hui acheter 1 kilo de poisson, vous allez utiliser une balance qui n'est pas conforme, qui est trafiquée, vous serez immédiatement perdant, que vous soyez fournisseur ou client ou consommateur. Vous allez acheter, vous penserez acheter 1 kilo de poisson, mais au fond, c'est 800 grammes qu'on vous aura vendu. Vous aurez payé plus cher qu'il n'aura valu. Exact. Vous allez servir 1 kg de poisson, mais en réalité, vous aurez servi 1 kg 200. Vous aurez perdu. Et donc, dans tous les cas, nous sommes tous perdants si la qualité n'est pas respectée, si la mesure n'est pas respectée, si la conformité n'est pas respectée. Mais comment faites-vous justement pour faire respecter cette qualité, cette conformité? Comment faites-vous concrètement? Et ce que j'ajouterais des éléments de réponse de monsieur le directeur général, c'est la définition et la compréhension de tout ça. Vraiment, on se perd un peu dans la définition de qu'est-ce que la norme, comment elle se comprend, comment elle est visible sur le marché dans la vie de tous les jours. Alors, je pense que peut-être qu'il faut commencer par la norme. Il faut comprendre, mais de la façon la plus simple, que la norme, c'est un ensemble de règles ou de dispositions que tout le monde convient de respecter. C'est un ensemble de référentiels. C'est-à-dire que nous convenons tous ensemble parce que la norme, elle est élaborée de façon collégiale. C'est une décision qui requiert, on va dire, l'unanimité de ceux qui participent à l'élaboration. Donc, nous prenons des référentiels, des règles, des schémas et tout ce qui peut concourir à la définition soit d'un objet ou d'un service, et nous nous mettons d'accord pour dire que pour reconnaître que cet élément est de qualité, il faut qu'il respecte telle mesure, il faut qu'il respecte telle forme, il faut qu'il respecte telle couleur, il faut qu'il respecte tel volume, et ainsi de suite. Lorsque tout le monde s'est mis d'accord sur ce principe, de là, on en ressort la norme, on pourra y revenir tout à l'heure. Donc, une fois on s'est mis d'accord sur la norme, qui est en fait, on va dire, le juge de paix, et tout le monde se reconnaît en travers la norme, on se met d'accord. Si vous n'êtes pas dedans, vous êtes hors norme, ou alors vous êtes en non-conformité, tout simplement. Lorsque la norme elle est respectée, comment est-ce que nous arrivons, pour reprendre votre question, à articuler tout cela, reconnaître que c'est la bonne norme, et puis établir le rapport entre la norme et le prix, ou agir pour que les prix nous soient favorables. Je pense que c'est cela. Oui, justement, la préoccupation. Exact. Comment nous faisons? Lorsque la norme elle est élaborée, elle est publiée dans un premier temps. Mais dans ce temps-là, elle n'est pas forcément obligatoire. Mais dans une économie comme la nôtre, dans une société comme la nôtre, qui se veut normée, organisée et régulée, la norme doit être exigée. N'importe qui doit exiger la norme, sinon la norme de qualité. Et puis, pour des circonstances diverses, pour des raisons diverses, on peut la rendre aussi obligatoire. Parce que là, nous parlions de l'environnement. On sait que pour préserver notre environnement, il faut que les plages soient tenues de cette façon, plus que les bouteilles traînent. Mais derrière, tout le monde doit se mettre d'accord que si vous vendez une bouteille, vous devez la suivre jusqu'à là où elle va être jetée, par exemple.
Donc, lorsqu'on s'est mis d'accord là-dessus, il y a cette opération d'évaluation de la conformité qui arrive tout de suite. On s'est mis d'accord, tous ensemble, que la règle, c'est de faire en sorte que tel élément soit à tel endroit, qu'il ait cette forme, qu'il soit vendu à tel prix, parce que le prix aussi c'est une norme. Et puis l'évaluation de la conformité arrive pour surveiller, s'assurer que la norme est respectée. Alors DG, est-ce qu'il y a déjà des normes qui ont été élaborées par l'AGANOR au niveau du Gabon? Si oui, quelles sont ces normes? Est-ce que ces normes sont déjà en application? À ce jour, l'AGANOR a déjà élaboré plusieurs normes. On ne pourra pas tous les citer. Mais j'aurais bien aimé ne pas donner le nombre, mais je vais le donner quand même pour dire combien de fois nous sommes très, très loin de ce que nous devons réaliser au Gabon de façon générale en termes de couverture normative. Nous sommes à peu près à 560 normes. C'est très insignifiant, ça représente à peu près 2% des normes actuellement en usage au niveau de ISO, l'organisme international de normalisation. Au niveau africain, nous faisons, on va dire, piètre figure par rapport à certains de nos frères qui aligneraient 4000 normes, 5000 normes. Et donc nous sommes très loin du compte. C'est dû à quoi, DG? Plusieurs facteurs. Plusieurs facteurs aujourd'hui font que l'AGANOR ne soit qu'à 500 normes. Parmi ces 500 normes, nous n'enregistrons qu'environ 26 normes rendues d'application obligatoire, alors que nos ambitions sont grandes. Nous avons la ZLECAf qui est déjà là, libre circulation, et l'élément essentiel qui va favoriser la circulation, ça va être l'évaluation de la conformité, donc la norme. Nous ne évoluons pas en vase clos, nous sommes dans un système désormais mondialisé. La compétitivité, la libre circulation suppose la conformité aux normes. Exact. Exporter, importer, ça exige des normes. Donc si nous ne sommes pas à ce niveau, la tâche sera encore de plus en plus ardue. Alors à quoi c'est dû? Plusieurs facteurs, disais-je. Déjà, il faut que chacun de nous, du consommateur au producteur, réalise et comprenne que la norme nous gouverne depuis très longtemps. Il faut qu'on la réintègre dans nos systèmes de façon générale. Si nous, consommateurs, on commence à exiger la norme ou la qualité, ceux qui produisent et mettent sur le marché les produits qui font l'objet de cette exigence vont commencer à s'aligner, harceler l'AGANOR pour que soient mises en œuvre des normes qui correspondent aux exigences des consommateurs ou des marchés. Ce que nous observons aujourd'hui, c'est que les gens se complaisent dans cette situation. Il n'y a pas d'exigence, donc pas besoin de normes jusqu'au jour où le problème s'impose. Il y a un autre phénomène, c'est que la norme, ce n'est pas seulement l'affaire de l'AGANOR. La norme, c'est l'exigence de tout le monde, des décideurs aux consommateurs. Donc, les implications s'imposent. Ça veut donc dire que chaque administration, et notamment les administrations qui ont sous leur tutelle des secteurs de production, et même au niveau des services ou du fonctionnement même, cette exigence-là doit avoir cours, et donc des besoins en normes doivent être exprimés. Jusque-là, la plupart des normes qui ont été élaborées par l'AGANOR ont été l'objet d'une autosaisine. C'est-à-dire que si l'actualité l'impose, l'AGANOR se lance et produit. Sinon, suivant une programmation qui est faite pour essayer de remplir son plan d'action, l'AGANOR s'investit à élaborer
des normes, ou saisissant aujourd'hui, nous sommes sur le plan d'accélération de la transformation. Il y a des secteurs clés qui ont été retenus, mais nous savons que pour booster véritablement la diversification, pour atteindre les objectifs d'industrialisation, de diversification et de dynamisation dans ces secteurs, il est important d'y associer l'infrastructure qualité, autrement dit la couverture en normes. Parce que comment pourrait-on devenir compétitif dans ces secteurs? Comment arriverons-nous? Vous avez parlé de nos producteurs locaux. Oui. Comment est-ce que ces producteurs-là vont pouvoir intensifier leur production et se faire valoir auprès des chaînes de distribution qui exigent quand même des produits de qualité, Effectivement. si ils ne sont pas accompagnés par les normes ou s'il n'y a pas de couverture normative, ainsi de suite. Monsieur le directeur général, actuellement nous sommes plus déjà dans l'ère des énergies renouvelables et nous remarquons que nos gros importateurs des produits de consommation sont toujours dans des produits difficilement recyclables. Est-ce que la Ganor a un œil là-dessus et est-ce que la Ganor est en train de mettre un projet de normes sur du plastique de plus en plus recyclable? La Ganor est sur toutes ces actualités. Déjà, pour l'accès à nos marchés de ces produits, la Ganor intervient dans le cadre du projet, le programme gabonais d'évaluation de la conformité. Ce programme nous permet d'exiger que n'accèdent à nos marchés que les produits qui obéissent à certaines normes depuis les frontières de départ. Donc avant embarquement, il y a cette exigence qui est faite pour que n'arrivent sur nos marchés que les produits qui satisfont à l'exigence de qualité. Sauf qu'aujourd'hui, le PROJEC a des limites. Le PROJEC, malheureusement, ne couvre qu'une infime partie de ces produits qui accèdent à nos marchés. Donc l'objectif dans ce cadre-là serait d'élargir le champ de couverture du PROJEC pour de plus en plus cerner les produits prohibés ou interdits de consommation ou de circulation libre sur nos marchés. Et la Ganor, dans ce cadre-là, a mis en œuvre, ou plutôt a mis en activité l'un de ses comités techniques, donc le CT6, qui s'occupe du développement durable, au sein duquel toutes ces questions sont discutées, donc les couvertures normatives, et éventuellement à l'issue de ces rencontres, de ces travaux en comité technique, lorsque la norme elle est élaborée, le comité technique peut faire la recommandation que les normes soient rendues d'application obligatoire en terre gabonaise. Et c'est ce qui permet à la Ganor, après cela, de revenir dans le cadre de l'évaluation de la conformité pour exiger que ces produits ne soient plus en libre circulation comme on le voit aujourd'hui. Et dernièrement aussi, toujours allant dans le cadre de la certification et de la conformité et de la préservation de la nature, la Ganor a participé à un atelier dans le cadre du FSC, donc cette norme internationale là, qui consiste à la certification des forêts. Et la Ganor y a pris une part active à l'atelier. Donc, pour en limiter la circulation de ces produits polluants, la Ganor intervient, mais la Ganor n'agit pas seule. La Ganor agit en collaboration avec d'autres organismes, avec d'autres administrations, sans lesquelles la Ganor aura du mal à intervenir. On va prendre le cas de la Direction générale de l'environnement, à qui incombe un certain nombre de règles et d'exigences ou d'orientations. Et avec elle, nous avons déjà commencé à travailler sur des normes de pollution, sur les exigences en termes de matières, notamment, et parmi lesquelles les matières plastiques, comment les admettre, comment les contrôler une fois chez nous. Monsieur le directeur général, on remarque aussi dans nos quartiers que nous avons des garages ambulants et que ces garages versent souvent les huiles de garage un peu n'importe où, parfois dans les caniveaux. Est-ce que la Ganor publie une norme où doivent aller ces huiles usées? Est-ce que la Ganor publie
un numéro ou un gendarme pour contrôler ces gens, ou bien il y a une autre forme de certification que la GANOR? Ça, c'est une très bonne question, comme les autres d'ailleurs. Mais en amont déjà, il y a l'exigence de la norme. Comme je venais de prendre l'exemple de la Direction générale de l'environnement, aujourd'hui, il est question, nous en convenons tous, de préserver notre environnement. Et parmi les pollueurs, il y a ces garages qui s'installent partout. Effectivement. En amont, on peut déjà exiger que pour qu'un garage s'installe, il faut qu'il respecte un certain nombre d'exigences normatives. DG, ça c'est ce qu'on peut déjà, mais qu'est-ce qui est déjà fait allant dans ce sens? Est-ce qu'il y a déjà une norme qui est mise en place pour pouvoir essayer d'éradiquer ce phénomène qu'on observe actuellement au niveau du Gabon? Oui, au niveau international, la norme, elle existe. Dernièrement, nous avons eu là aussi un atelier avec nos homologues du Sénégal pour discuter par exemple de la gestion des eaux usées. Et dans cette gestion-là, il y a cette question des huiles qui ruissellent partout et qui polluent ces eaux qui ruissellent dans nos rues, entre autres. Il existe la norme au niveau international, au niveau africain. Là, nous avons engagé le processus de l'adopter, de la contextualiser par rapport à notre pays. Donc la norme, même si en entendant la publication, sinon l'élaboration de la norme gabonaise NGA en la matière, nous pouvons utiliser ces normes internationales puisque, il ne faut pas oublier, nous sommes membres de l'ISO, nous sommes membres de l'ARSO pour ce qui est de l'Afrique. Et donc les normes qui sont élaborées dans ces instances-là nous concernent parce que nous prenons part à leur élaboration. Nous pouvons donc en utiliser ou nous pouvons les exploiter. Ça veut donc dire qu'aujourd'hui, si la décision est prise d'encadrer ce secteur des garages dans l'objectif de bien réguler et de bien gérer, je dis si parce que, comme vous le savez, la GANOR n'agit pas seule. La GANOR, c'est l'organisme de normalisation, certes, mais sur l'évaluation de la conformité, parce que là, il est question d'évaluer la conformité d'exercice du métier de garagiste ou d'installation de garage, la GANOR, bien évidemment, attend que les autres partenaires agissent en collaboration avec la GANOR en amont pour déjà définir le périmètre, donc les conditions d'exercice avant. Ensuite, ça peut être, le contrôleur peut être la GANOR, oui, mais DG, ou un autre organisme. Oui, en même temps, il est signifié que vous accompagnez les entreprises dans le cadre de la mise en place des systèmes de management, qualité, hygiène et sécurité et environnement. Est-ce que ces garages ne constituent pas les entreprises qui peuvent également bénéficier de cet accompagnement? Absolument, absolument. Et d'ailleurs, la GANOR a élaboré un plan d'action qui consiste justement à accompagner les PME en ce qui concerne autant pour moi la couverture normative et la conformité à l'infrastructure qualité de façon générale. Il y a un plan qui a été élaboré et encore une fois de plus, la GANOR a son périmètre, son couloir d'action. C'est l'élaboration des normes, l'évaluation de la conformité et ainsi de suite. Mais il y a que nous avons besoin que tous les secteurs collaborent à cela, chacun en ce qui le concerne, pour que non seulement la couverture normative soit intensifiée, mais surtout que l'évaluation de la conformité aux normes se fasse de façon efficace. Parce que, si vous le permettez, on ne peut pas agir, et on le voit, un simple arrêté, et puis après, on retombe dans les mêmes travers. Or, si nous avons ce cadre normatif qui est clairement défini et tout le monde s'y conforme, et puis derrière, il faut réguler en fonction de ce canevas qui est clairement établi, certainement que nous connaîtrons des améliorations. DG, dans cet accompagnement des PME, pourquoi ne pas déjà créer une forme de guichet unique? Exemple, lors de l'attribution au marché public, dans le BTP par exemple, nous voyons une entreprise, par exemple, pour ne parler que du dos d'âne, installe à chaque voie, il y a des dos d'âne différents. Est-ce qu'il n'y a pas une norme là-dessus que vous pouvez contrôler, exemple, depuis l'attribution au marché public? Et ça relève aussi de la métrologie. Chaque rue a son dos d'âne. Mais absolument,
Bon, ce sont des exemples que nous vivons tous. Hein. Et comme je le disais en préliminaire, nous sommes tous concernés. Consommateurs, fournisseurs, et ça, nous avons déjà vécu. Si l'un de nous n'a pas encore cassé sa voiture à cause d'un dos d'âne fait façon, permettez-moi le terme, mais ça peut arriver. Oui, mais franchement, tout est normé. Même la construction des dos d'âne, pour rester sur cet exemple, il y a des normes qui existent. Et comme je voudrais le répéter volontiers, il faut cette étroite collaboration entre les administrations en charge de ces secteurs, de l'exécution de ces travaux. Que faites-vous, DG? Que fait la GANOR pour justement qu'il y ait ce fonctionnement normal avec les autres administrations compétentes dans le domaine de la métrologie, la politique de la communication. vérification? Qu'est-ce que vous faites concrètement pour que les choses aillent mieux, quand on ne retrouve plus les dos d'âne qui sont... Alors, autant de voix, autant de dos d'âne différents. Il y a cette communication que nous essayons d'intensifier et vous nous en donnez... une nouvelle occasion, on vous remerciera jamais assez. Mais il y a des sollicitations directes aussi que nous faisons et un rappel direct que nous faisons directement ou à travers notre ministre en charge de l'industrie. Il y a une interpellation qui est faite pour que chacun se prête à l'exercice. Aujourd'hui, on commence à enregistrer des réactions. Il y a quelques années, j'allais dire quelques mois, parce qu'on ne va pas s'en priver. On peut citer quelques exemples de ministères aujourd'hui qui s'adressent à la GANOR sur la connaissance des normes existantes, sinon sur la couverture normative dont ils ont besoin. C'est le ministère en charge des travaux publics, c'est le ministère du tourisme, c'est le ministère de l'environnement, entre autres, qui en font déjà la demande. C'est le ministère des eaux et forêts. Et tous ces ministères-là, désormais, commencent à associer de façon étroite, c'est le ministère du pétrole, comme récemment, commence à associer la GANOR parce que la question normative s'impose désormais à nous. Donc la communication, nous la faisons, les efforts d'interpellation, nous le faisons. Et l'exemple que vous prenez est un bel exemple. On peut aujourd'hui exiger que dorénavant, pour accéder au marché public, il faut présenter le certificat de conformité dans tel ou tel domaine ou pour pouvoir livrer telle ou telle matière. Je vais prendre quelques exemples. Nous voyons des chantiers s'ouvrir autour de nous. Ces chantiers utilisent le ciment. Donc on ne connaît pas la qualité parfois. Parfois, on ne connaît pas la qualité. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, sur le territoire national, il n'existe qu'une seule entreprise qui peut se prévaloir d'une certification de son ciment. Je ne voudrais pas en faire la publicité si vous ne me le permettez pas. Bien, allez-y. Mais je vous citer, on a besoin. Une seule entreprise dont le ciment est certifié aujourd'hui, c'est CIMAF. Okay. Or, nous voyons circuler sur notre territoire, que ce soit à Libreville ou ailleurs, dans nos provinces, des ciments qui viennent de on ne sait où. Monsieur le directeur général, au constructeur du quartier, est-ce qu'il a une information de la GANOR qui lui dit que la brique qu'il doit acheter doit normalement peser tant, doit avoir tant de quantité de ciment? Est-ce qu'à la briqueterie du quartier, il doit avoir un label à GANOR pour qu'il sache que si je paye dans cette briqueterie, elle est labellisée à GANOR? Ou quitte à ce qu'on ferme toutes les briqueteries qui ne sont pas labellisées. Il y a aussi ce problème de labellisation, là, monsieur le directeur général. Oui, nous arrivons sur l'exemple des parpaings. En passant, pour dire que nous avons appris pendant l'atelier que je vais évoquer ici, qu'on distinguera entre parpaing et briques. Et briques, ok, merci, monsieur le directeur général. Et là, et là je pense que nous parlons du parpaing. Voilà. Mais nous arriverons... Laissons la brique d'abord. Le parpaing, je parlais du parpaing. J'avais le parpaing en esprit. Vous avez parfaitement raison de le dire ainsi. Et on parlera de briques également, hein. Ça aussi. Absolument. Oui. Mais permettez quand même que j'insiste sur ce que je disais tout à l'heure, à savoir que ces matériaux qui circulent chez nous et qui font déjà l'objet de normes rendues d'application obligatoire doivent faire l'objet d'exigences lorsqu'on passe les marchés publics ou lorsqu'on veut construire. Et vous disiez tout à l'heure, vous parlez du consommateur du quartier ou du village. Oui, il est en droit d'exiger, de savoir que le ciment qu'il va utiliser, avant même d'arriver au parpaing,
le ciment qu'il va utiliser, et tenez-vous bien, même le sable fait l'objet d'une norme rendue d'application obligatoire. Donc, en principe, lorsque vous vous faites livrer du sable, vous devez savoir c'est quel genre de sable qu'on vous livre. Parce que entre le sable marin et le sable du continent, il y a une différence et les spécialistes de sable. Tout ceci est normé et la norme est rendue d'application obligatoire. Parlant de label, nous avons amorcé le processus. Vous savez, nous partons d'un certain niveau, nous voulons atteindre un autre niveau. Il faut informer, renseigner, former. Le consommateur aujourd'hui qui exige la qualité, bien évidemment, nous trouvera prêt à l'accompagner. Mais il y en a encore d'autres qui, par habitude, vont préférer le parpaing qui coûte, je prends n'importe quel exemple qui n'existe pas forcément, il va vous préférer un parpaing de 200 francs à un parpaing de 250 francs ou 300 francs. Dans le parpaing de 200 francs, par exemple, c'est que du sable. Et vous constaterez que certains parpaings, même avec le doigt, vous les soulevez, ils se cassent. Et on va le préférer, bien évidemment, les conséquences parfois sont dramatiques. L'exigence de l'autre parpaing, autant pour moi, normé, parce qu'il existe désormais une norme rendue d'application obligatoire, là aussi, dans les parpaings. Si vous allez vers ce parpaing, vous payerez sans doute moins cher parce que déjà vous allez perdre moins de parpaing que dans l'autre cas, mais en plus vous avez enrichi celui qui n'a pas respecté la qualité. Il va vous mettre un seul sac de ciment alors qu'on en est. Et il vous met en danger notamment. Et il met en danger. Et donc on paye le prix le plus cher. En termes de labellisation, oui, aujourd'hui, là également, le processus a été amorcé pour que ceux qui le veulent s'adressent aux fournisseurs qui présentent toutes les garanties de qualité. Donc, mais avant d'arriver à cela, il lui fallut d'abord passer par la phase de sensibilisation. Si vous avez suivi l'actualité un tant soit peu, vous avez dû remarquer que nous avons exécuté une campagne de communication en collaboration avec CIMAF et d'autres partenaires pour déjà informer sur la qualité du parpaing et l'exigence à faire sur les matériaux qu'on nous livre et sur la matière première finie qu'on nous... Monsieur le directeur général, en termes de labellisation, si moi, concurrent, je me labellise et mon concurrent ne se labellise pas, mais on est sur le même marché, je me trouve perdant parce que à la Ganor, j'ai dépensé un coup pour être labellisé. En fait, que fait la Ganor face à mon concurrent qui ne se labellise pas? Il y a les sanctions. Si aujourd'hui, nous lançons la certification, comme c'est déjà le cas dans d'autres matériaux, la certification est lancée, l'appel est fait. L'exigence voudrait que tous les producteurs de parpaing, pour se prévaloir du droit de mettre sur le marché des parpaings, doivent satisfaire à cette exigence normative. Donc vous devez obéir au processus de certification. Lorsque c'est lancé, il y a une période qui est observée et ensuite arrive la phase de surveillance de marché. Et à l'occasion de cette phase de surveillance du marché, si nous constatons sur notre marché qu'il existe un parpaing ou un vendeur de parpaing qui ne présente pas le certificat de conformité, bien évidemment, il y a des sanctions qui s'en suivent. Je vous ai cité le cas du ciment tout à l'heure. Désormais, si vous circulez dans notre pays et que vous voyez un ciment en circulation, vous êtes en droit d'appeler la Ganor et de nous aider aussi parce que nous sommes tous concernés. Le consommateur, justement, il est le premier acteur. Est-ce qu'il y a un numéro vert? Comment on fait pour appeler la Ganor? Est-ce qu'il est disponible? Est-ce qu'il est partagé partout? Ou bien si on n'a pas des unités, parce que tout le monde n'a pas forcément du crédit, est-ce qu'il y a un numéro vert? Est-ce qu'il y a un numéro disponible? Un numéro WhatsApp que nous fréquentons? Oui, il faut appeler la Ganor en cas de... Comment on fait pour appeler la Ganor? Parce que si on remarque un délit, il faut automatiquement appeler la Ganor qui est un gendarme qui nous garantit cette sécurité. Donc on peut joindre la Ganor à quel numéro? Absolument. Alors deux choses déjà. Le numéro, il existe. Il existe en WhatsApp et il n'est peut-être pas vert.
Mais on peut le verdir. Il n'est pas encore vert. Mais sinon, le 074 74 47 21, c'est un numéro disponible. Vous trouvez une situation comme ça, un produit qui est supposé réguler, vous avez des doutes, vous appelez Aganor. Nous sommes accessibles également par Facebook, tous les autres moyens digitaux. Donc c'est le 074 74 47 21. Exactement. Mais, voilà. Monsieur le directeur général. On est arrivé au terme de cette émission. Monsieur le directeur général. Là, tout à l'heure, nous avons pris le côté du consommateur. Quand le consommateur était en délit, mais le producteur, quand est-ce qu'il était en délit par rapport à un moyen de concurrence. Mais revenons un peu au consommateur par rapport à la contrainte portefeuille et à la normalisation. Par exemple, prenons le cas de l'huile de cuisine qui est en parfaite augmentation actuellement sur le marché. Et parfois, sur son étiquette, c'est écrit à consommation unique, par exemple, qui est une forme de normalisation. À ne pas consommer plus de 2 fois, qui est une forme de normalisation. Mais selon la contrainte portefeuille que j'ai, je suis obligé de conserver cette huile et de la réutiliser. Que fait la Ganor pour ce genre de cas de figure? Est-ce que la norme est flexible? Parce qu'ici, il faut savoir que pour ces huiles de cuisine, il y a des producteurs de beignets dans nos quartiers ou des nailles qui utilisent ces huiles et parfois qui font double ou triple utilisation. Alors, que fait la Ganor pour ce cas de figure quand un produit augmente de façon exponentielle comme ça sur le marché et vraiment, nous, les consommateurs, nous sommes vraiment obligés de la réutiliser très souvent? Bon, malheureusement, à ce niveau, il est difficile de répondre à une telle question parce que c'est déjà une question de responsabilité personnelle. C'est une question de santé aussi et de sécurité. Le portefeuille va nous contraindre à réutiliser ce qui ne doit pas être réutilisable. Je ne sais pas par quel moyen est-ce que l'Aganor pourrait intervenir auprès du consommateur, si ce n'est comme les autres le font, en rappel, en sensibilisation, mais essentiellement pour dire cette huile n'est pas réutilisable. Je pense que nous devons agir en amont pour tenir compte de ce panier de la ménagère. Nous devons agir en amont. Agissant sur les prix, d'accord, mais il serait judicieux d'agir déjà sur la production locale, sur les coûts afférents à ces produits, sur l'accès à ces produits, donc tout le dispositif de politique et de stratégie qui tirerait vers le bas les prix à la consommation. Et puis éventuellement la régularisation sur les marchés. Vous voyez, on a parlé de la réintroduction de la mesure, donc des balances et dans les commerces pour pouvoir suivre l'exactitude de ce qu'on nous vend. C'est beaucoup plus vers cela que nous tendrons. Parce que après, même si aujourd'hui, je ne sais pas par quel truchement on dit, bon, l'huile peut être recyclée de telle façon, mais à un moment donné, ça va se limiter. À un moment donné, il va falloir la prendre et la mettre à la poubelle et ne pas au risque de causer, d'induire à des... Au risque que la facture médicale augmente. Et l'augmentation de la facture médicale. Normalisation et évaluation de la conformité de la métrologie au Gabon, on en parlait il y a de cela quelques secondes, on en parle encore avec le directeur général de la Ganor, M. Abdourazak Guy Kambogo, qui est toujours avec nous. Donc, on n'a pas vu le temps passer, hein, monsieur le DG. On est déjà... J'ai presque envie de vous dire, continuons. On va encore grignoter quelques minutes puisqu'il y a quelques questions encore. Je suis sûr que M. Frisman, il a encore des exemples à nous prendre, ça c'est clair. Le 24 juin 2021, la Ganor a célébré la journée mondiale de la métrologie, aussi en Chi, dans Gunje, dont le thème était mesuré pour la santé. Il faut le rappeler, c'est une célébration qui a été faite après la journée internationale de la métrologie, donc en différé. Pourquoi avoir choisi ou mis un accent particulier sur le domaine de la santé? C'est une thématique qui est plus ou moins internationale. On aimerait comprendre pourquoi elle reposait beaucoup plus sur le domaine de la santé pour cette édition, pour cette année 2021. Déjà, vous constaterez que la santé, pour tout et pour tous, on en a besoin. Et singulièrement notre santé humaine, et depuis quelques années,
un peu plus qu'auparavant, on est vraiment sous pression du respect de nos... Et le souci également de voir notre système de santé s'adapter à la donne. Cette année, au niveau de la métrologie, le thème international a été axé autour de la santé. La norme métrologique en faveur de la santé. Okay. Ce thème arrivait à point nommé parce que nous venions de commander une petite étude auprès d'un cabinet sur la couverture métrologique, sur la présence de la fonction métrologique dans les différents secteurs, mais en particulier au niveau de la santé, pour constater que tout est métrologie dans les structures de santé, mais rare est la présence de la fonction métrologique dans ce système. C'est paradoxal, mais c'est une réalité malheureusement. En plus, c'est vrai. Mais c'est pas faux. Hein. Et vous constaterez qu'à partir de ce moment-là, c'est pratiquement une sonnette d'alarme pour nous rappeler que, ok, vous voulez parler de la santé, mais vous savez que, pour prendre 2 exemples, le tensiomètre, qui est un outil de diagnostic, peut nous sauver, comme il peut nous entraîner sur autre chose. Le tensiomètre, ça paraît banal, mais ce tensiomètre-là, s'il n'est pas étalonné, c'est-à-dire si on ne vérifie pas qu'il va nous rendre le bon résultat, on va vous diagnostiquer 18 de tension, alors que vous n'êtes peut-être qu'à 12. Et on vous donnera comme pour la balance de masse, en fait. Tu peux monter 64 et ça te donne 72. On ne sait pas par quel mécanisme. Et on va prendre un traitement qui correspond. On va vous soumettre à un régime, on va, etc. Pareil pour cet appareil qui paraît banal, mais qui est très important, qui est aussi un appareil de diagnostic, le thermomètre. On en trouve à l'entrée de nos bureaux désormais et tout ça là. Et vous constaterez que si ce n'est pas la même température qui revient tout le temps, à un moment donné, on se pose la question de savoir si réellement on a tous la même Surtout température. en période de Covid, parfois tout le monde est thermoflashé à la même température, 36.2, 36.2. Et donc vous constatez que face à cela, ils ont bien pensé les responsables de l'OIMR, donc l'Organisation internationale de métrologie, de mettre la question de la santé au cœur de la métrologie, parce que nous utilisons des instruments qui nous sauvent des vies, mais qui exigent que nous, à notre tour, nous exigeons la qualité et la bonne tenue de ce matériel-là. Donc, c'est la raison pour laquelle, voyez-vous, cette thématique a été développée autour de la santé. Saisie parce que l'actualité le commande. Et pour nous, c'est vraiment le moment de tirer la sonnette d'alarme et puis de s'y conformer. Merci beaucoup, monsieur le directeur général. On est arrivé au terme de cette émission. On va directement prendre votre mot de la fin. Alors, comme mot de fin, déjà, je voudrais, en termes de sources d'information, compléter en plus du numéro de téléphone qui vous a été communiqué, de noter que l'Aganor a un site internet, un site web qui est dynamique, sur lequel vous pourrez trouver plusieurs informations au-delà de ce que je venais de vous donner. C'est le www.aganor.com. www.aganor.com, c'est notre site internet. Et également ajouter à cela que aujourd'hui, partout, vous constaterez, et les études le démontrent, les économies les plus dynamiques sont les économies dans lesquelles l'infrastructure qualité occupe une place prépondérante. L'infrastructure qualité, comme je vous le disais là, c'est ce que nous venons d'essayer de développer, les 4 piliers, la norme, l'évaluation de la conformité, la métrologie et la promotion de la qualité. Au Gabon, nous sommes aujourd'hui 33e en Afrique. 33e. Il nous faut, avec les ambitions que sont les nôtres, conformément à ces injonctions et les attentes des plus hautes autorités, notamment le président de la République, chef de l'État, nous devons diversifier notre économie, nous devons la rendre beaucoup plus dynamique et beaucoup plus résiliente. Par conséquent, il nous faut replacer l'infrastructure qualité au cœur de nos stratégies. Et également dire que dans sa stratégie de développement, au-delà de la mise en activité, de la mise en œuvre des différentes missions qui lui ont été confiées par le gouvernement,
donc le déploiement de l'infrastructure qualité, la Ganor, au niveau géographique, essaie de plus en plus de se rapprocher aussi bien des consommateurs que des opérateurs économiques. Aujourd'hui, nous avons lancé 3 délégations. Il y a 2 qui sont déjà actives, donc celle qui couvre le Haut-Ogooué, l'Ogooué maritime, et très prochainement, celle qui va couvrir le Wellington et l'Ogooué Vindo, les autres provinces étant couvertes à partir de Libreville. Cela nous donne la possibilité d'aller plus loin, de mieux nous occuper de la question des normes et de l'évaluation de la conformité, entre autres. Merci beaucoup. Nous étions avec M. Abdou Razak Guy Kambogo, directeur général de la Ganor, et avec lui nous parlions de la normalisation et évaluation de la conformité et de métrologie au Gabon. On est arrivé au terme de cette émission. Fritz Manguila, mot de la fin, 2 secondes. C'est un mot de la fin. Nous remercions déjà la Ganor, qui est une administration très dynamique et très très importante, même si on n'en mesure pas souvent les conséquences. C'est le cas lors de la Covid, lorsque nous avons eu vraiment besoin des masques et que les masques traditionnels en panne sont arrivés. Je crois que c'est la Ganor en 2 jours qui a vite certifié que c'est des masques qui pouvaient nous protéger, et ça a vraiment remédié au problème. Donc c'est dans cet exemple-là que par cette voie, j'essaie de dire aux populations que la Ganor est vraiment une institution très très utile lors de nos mesures et lors de nos décisions. Et c'est une administration très dynamique, parce que lorsqu'il y a un problème, je crois qu'ils réagissent, ils doivent vraiment réagir à leur site aux heures qui viennent très vite pour rassurer les populations. Merci à beaucoup, c'était Fritz Manguila. Merci à vous qui nous écoutez toujours sur 104.5 sur www.urbanfm.fm. On se donne rendez-vous la semaine prochaine, jeudi, précisément à partir de 10h.